Décidée à prendre des nouvelles de son mari, elle lui dit qu'elle a refusé l'héritage. Puis elle surprend sa conversation avec sa maîtresse au sujet du testament. Megan Barton descend délibérément du taxi sur le talus. Lors de ses déplacements professionnels, elle n'utilisait presque jamais la voiture de son mari. C'est plus sûr. Après tout, tout peut arriver sur l'autoroute, et elle ne peut même pas changer un pneu elle-même. Et Charles se plaignait constamment que la conduite de Megan ruinerait inévitablement la suspension de son bébé. Il y avait environ une demi-heure de marche entre le talus et la maison. La journée tirait à sa fin et le soleil avait perdu de sa force diurne. L'humeur de Megan s'était nettement améliorée. Après tout, elle revenait d'un voyage d'affaires épuisant. Et puis il y avait cet héritage d'un parent éloigné, Oscar Woods. Mais comme on dit, ce serait un péché de refuser une telle chose. Un petit puits au milieu de la banlieue et une écurie sans bâtiment à proximité. Un rêve devenu réalité. Megan fut tirée de ses pensées anxieuses par la sonnerie de son téléphone cellulaire, qui traînait dans son sac. Elle décroche et sourit. « Bonjour, mon fils. » À l'autre bout du fil, on entend le son joyeux d'une respiration. « Maman, salut. Tu rentres bientôt à la maison ? Tu me manques. » Megan sourit, mais décide de ne pas révéler le secret de son retour. Peut-être un autre jour. Tu t'ennuies avec papa ? Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Eric hésite un peu, puis dit, en fait, je suis chez grand-mère. Je suis là depuis 3 jours. Et papa est toujours au travail, tu sais. Megan fronce les sourcils. Son fils était chez sa belle-mère. Qu'est-ce qui peut bien occuper Charles à ce point ? Bien qu'il ait mentionné des problèmes avec l'entreprise. Il a dit qu'elle coulait comme un sous-marin en détresse. Ne t'énerve pas, ma chérie. Je serai bientôt à la maison. Tiens bon encore un peu. Et dis bonjour à Darlene Johnson, répond Megan. En essayant de garder sa voix naturelle. Mais son cœur est troublé. Elle n'a prévenu personne de son arrivée. Elle décide de faire une surprise à son mari. De plus, Megan veut vérifier la réaction de son mari à la nouvelle qu'elle veut refuser l'héritage de son défunt oncle. Comment peux-tu refuser ? Qu'en est-il de mon entreprise ? Ce moulin à huile et cette écurie doivent valoir beaucoup d'argent. Peut-être pas beaucoup, mais quand même. Dans ma situation, chaque sou compte, avait dit Charles avec indignation lors de leur dernier appel téléphonique. Megan sourit, mais ne rompit pas le suspense. Nous nous débrouillerons. Je n'ai vu cet Oscar que 2 fois dans ma vie. Je n'ai donc pas du tout besoin de son héritage. D'ailleurs, j'ai un cousin, Michael. Il a une infirmité motrice cérébrale, mais je pense qu'il est plus méritant. Charles manque de s'étouffer de surprise. Tu es fou ? Comment peux-tu laisser filer une telle somme d'argent ? C'est notre seule chance. S'il te plaît, réfléchis bien. Ne vous précipitez pas. Et cet invalide, il a probablement une pension. Alors, il s'en sortira. Mais Megan n'en démord pas. La conversation ne s'est pas bien passée, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais elle n'est pas contrariée, car tout cela n'était au départ qu'une légère tromperie, une plaisanterie et une mise à l'épreuve des sentiments. Parfois, une remise à zéro est nécessaire dans la vie familiale. La meilleure amie de Megan, Hélène X, le lui avait appris. Hélène avait suggéré de secouer un peu Charles, pour qu'il se mette enfin en mouvement et commence à résoudre ses problèmes comme un homme. Mais cela ne signifiait pas que Megan devait assumer seule la charge de la famille. C'est juste que ces derniers temps, Charles s'est relâché. Et ses affaires périclitaient. Toutefois, qualifier sa petite entreprise de construction d'entreprise est un peu exagéré. Il suffit de lui faire passer un petit test. Revenez de votre voyage d'affaires un jour ou 2 plus tôt que prévu. Dites-lui que vous ne vous attendiez pas à nous voir, mais que nous sommes de retour.
et choque-le avec quelque chose. Vous savez, pour le déstabiliser, conseille Hélène en souriant. Meghan refuse d'abord l'idée, puis décide de l'essayer. Travaillant comme responsable de l'approvisionnement en matériel médical, elle était souvent en voyage d'affaires pour visiter diverses usines et sociétés pharmaceutiques. À en juger par la réaction de Charles à la nouvelle du refus de l'héritage, elle avait mis dans le mille. Bon, je vais aller au magasin, acheter du vin, des fruits et quelque chose de savoureux. Un dîner romantique rapproche toujours les gens, pense Meghan en se rendant au magasin. En regardant la surface calme de la rivière, reflétant le coucher du soleil, elle sent toute sa tension s'évanouir, se dissoudre dans l'air du soir. Meghan se sourit à elle-même et apprécie la fraîcheur de l'eau. L'air est chargé d'une odeur d'humidité mélangée à un léger parfum de fleurs provenant des parterres qui bordent la berge. Après avoir acheté du vin, des fruits et un petit gâteau, elle accéléra le pas. Charles allait la voir, la serrer dans ses bras et elle lui annoncerait l'importante nouvelle. Il y avait leur maison confortable. Il l'avait achetée il y a 4 ans avec l'argent que Meghan avait économisé pendant plusieurs années. Mais maintenant, pour une raison quelconque, la porte d'entrée est ouverte, bien que les lumières soient allumées à l'intérieur. Meghan prend une grande inspiration pour saluer son mari lorsqu'elle entend des voix. Une voix d'homme, celle de son mari, et une voix de femme, qu'elle ne reconnaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si cet imbécile refuse vraiment l'héritage? Comment allons-nous sauver votre entreprise? Demande la femme inconnue. Meghan sursaute. Seigneur, qui est-ce? Et comment sait-elle pour l'héritage? Oh, allez, chérie. Nous trouverons une solution. Je la persuaderai. Je n'ai pas besoin de cette huilerie et de cette écurie. Mais si nous vendons ce terrain pour le développer, nous pouvons faire un énorme profit, répondit Charles, et ensuite l'ajouter, et de toute façon, Meghan doit être convaincue d'accepter l'héritage, et alors, si nous divorçons, je pourrai en obtenir une partie. Les paroles de son mari la choquent au plus haut point. Serrant toujours les sacs contenant les provisions et le vin, Meghan réfléchit à ce qu'elle va faire. Pendant ce temps, l'inconnu chante d'une voix angélique. Ne sois pas triste, Charles. Viens à moi. Je te réconforterai. Et votre Meghan n'ira nulle part. Elle est juste en train de faire des siennes, de montrer son caractère. Regardez cette jument têtue. Ces mots firent rougir Meghan de colère. Une jument? Qu'est-ce que cette petite arriviste pense faire? Peut-être devrait-elle entrer en trombe dans la maison et causer une scène? Une grosse scène, avec de la vaisselle qui se brise et des valises qui se préparent. Bien qu'elle n'ait pas prévu de faire ses propres valises. Que Charles s'en aille avec sa chérie et son entreprise de construction en faillite. Elle a déjà saisi la poignée de la porte lorsqu'elle change soudainement d'idée et se fige sur le porche, le sac dans les mains. Ce moment-là, Meghan décide de ne pas forcer les choses et de simplement partir sans faire de scène. Le fait est qu'après un long voyage, elle n'a tout simplement pas la force de se lancer dans une épreuve de force. Plus que tout, elle craignait que si elle entrait dans le salon maintenant, elle fondrait en larmes, au grand plaisir de son mari infidèle et de sa maîtresse. Non, elle ne peut pas le permettre. La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors, laissons-les s'amuser. Laissons-les se prélasser dans les bras l'un de l'autre. Affichant une moue amère, Meghan dépose le sac d'épicerie et de vin sur le porche et s'en va, ne comprenant toujours pas ce qui s'est passé exactement ce soir-là. Comment Charles a-t-il pu lui faire ça? Peut-être devrait-elle y retourner? Se battre avec lui? Lui montrer qu'elle ne se laisserait pas faire. Mais la colère initiale s'est déjà estompée, remplacée par la tristesse de ce qu'elle a entendu. Ne sachant pas où aller, Meghan se dirige vers la maison de sa belle-mère, Darlene, où se trouve son fils. C'est dommage, vraiment, que la belle surprise pour Eric soit tombée à l'eau. La soirée est calme.
Meghan doit maintenant revenir sur ses pas en suivant le même chemin que celui qu'elle a emprunté plus tôt. Le talus à nouveau, l'odeur de l'humidité dans l'air. En face, sur l'autre rive du fleuve, de grands immeubles s'élevaient, illuminés par le crépuscule doré. Au-dessus, on aperçoit les lumières des voitures qui glissent dans la ville nocturne comme des lucioles. Le bruit des vagues qui éclaboussent doucement la rive lui rappelle le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'elle a vu une telle tranquillité. Il lui semblait auparavant que ce bruit lèverait le poids de ses soucis, lui permettant de se détendre, de sombrer dans la sérénité. Mais aujourd'hui, il n'en était plus question. Quelle sérénité et quelle tranquillité pouvait-il y avoir alors que Charles l'avait trahi, l'échangeant contre une poupée de pacotille? Et qu'a-t-il dit à propos du testament? Pourquoi en a-t-il besoin? Quel est le lien avec Charles? Pense Meghan en se rendant chez sa belle-mère. Darlene ouvre la porte immédiatement, comme si elle s'attendait à sa visite depuis le début. Meghan, pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt? Il est tard. Eric dort depuis un moment, demande-t-elle avec surprise. Meghan sourit maladroitement, réfléchissant à ce qu'elle pourrait dire à sa belle-mère pour que cela paraisse plausible. Eh bien, Darlene, j'ai réussi à terminer plus tôt, alors je suis venue directement voir Eric. Sa belle-mère l'a regardé avec méfiance, mais n'a pas dit ce qu'elle pensait. Elle invite plutôt sa belle-fille à se rendre à la cuisine, où elle lui verse une tasse de thé et lui offre des pâtisseries fraîches faites maison. Ce moment-là, Meghan ressent une forte envie de s'épancher. Sa propre mère est morte il y a 10 ans. Elle n'a jamais connu son père. Cependant, la relation de Meghan avec sa belle-mère ne peut être qualifiée de bonne. Mais elles ne sont pas non plus ennemies. Meghan communique avec Darlene de façon plutôt sèche. Elle ne lui confie jamais ses secrets. Elle parle de ceci et de cela à l'occasion. C'est tout. Selon Meghan, tout cela est dû aux stéréotypes sur la façon dont une belle-mère et une belle-fille devraient se comporter l'une envers l'autre. Darlene ne se mêle pas non plus de ses affaires et n'essaie que très rarement d'amener Meghan à s'ouvrir. Elle est heureuse de voir son petit-fils et de jouer à des jeux comme cache-cache et deviner le mot. Cela lui suffit. La lumière vacillante de la lampe éclaire doucement la cuisine confortable, projetant des ombres dansantes sur les murs. Meghan tient bon pendant environ une demi-heure, parlant à sa belle-mère de tout et de rien. Puis, incapable de supporter le fardeau qui lui était tombé dessus, elle se couvrit le visage de ses mains et ses épaules fragiles s'ébranlèrent dans des sanglots silencieux. Meghan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Darlene demande avec inquiétude, mais Meghan se contente de secouer la tête avec tristesse. Il lui faut un certain temps pour trouver le courage de s'ouvrir. Ce n'est qu'après avoir pleuré un peu qu'elle réussit à dire tranquillement, « Comment a-t-il pu, Darlene? J'ai toujours été une bonne épouse pour Charles. J'ai toujours pris soin de lui et lui. Il m'a trahi, il a pris une maîtresse. Ne pleure pas, ma chère, la réconforte Darlene en lui caressant doucement les cheveux. Ça va s'arranger. Tu verras. C'est le lot des femmes, sanglote Meghan, qui s'éloigne de sa belle-mère et essuie ses larmes avec un mouchoir. À ce moment-là, ses yeux regardent Darlene avec une douleur et une confusion indescriptibles. Son visage s'assombrit. En vérité, Darlene ne savait pas comment réagir à la confession de sa belle-fille. Après tout, son fils Charles ne lui avait jamais semblé être l'idéal d'un homme fidèle et fiable. D'un autre côté, elle comprenait que sa belle-fille ne soupçonnerait pas Charles d'infidélité sans raison. « Je veux divorcer », dit Meghan avec fermeté. « Je ne peux plus vivre avec lui, sachant qu'il me trompe et qu'il ment à chaque étape. » Mais Meghan, réfléchis encore, plaide Darlene. Le divorce est une décision très sérieuse. Peut-être devriez-vous attendre un peu? Non, j'ai pris ma décision, répond Meghan en se levant de sa chaise. Je vais engager un avocat et demander le divorce. Probablement la semaine prochaine. Sur ce,
Elle se rendit dans la chambre d'Amy et ferma la porte derrière elle, laissant Darlene dans la confusion et l'inquiétude. Au fond de son cœur, la mère est peinée de constater que le mariage de ses fils et de sa belle-fille est en train de s'effondrer. Après un moment de réflexion, Darlene quitte la cuisine et ouvre discrètement la porte de la chambre d'Amy. « Megan, je dois te dire quelque chose », commença-t-elle. « C'est à propos de Charles et de toute sa vie. » Megan haussa les épaules d'un air indifférent, puis suivit sa belle-mère jusqu'au salon et s'assit en face d'elle. Son visage montre de la confusion et de la curiosité. Heureusement, son petit garçon est déjà endormi et ne voit pas ses deux yeux tachés. « Je ne suis pas la mère biologique de Charles ?» commence Darlene. « Je l'ai trouvé bébé il y a 27 ans. » Megan est stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé que Charles n'était pas le fils biologique de Darlene. Des larmes brillent au coin des yeux de sa belle-mère alors que des souvenirs d'années passées refont surface. En ce jour pluvieux d'automne, elle revenait du cimetière où elle venait d'enterrer son mari, décédé dans un accident de voiture. Le cœur de Darlene était brisé en centaines de morceaux tranchants et l'avenir lui paraissait incertain et effrayant. Elle n'avait alors que 43 ans, toute la vie devant elle, et pourtant elle était déjà veuve. Et sans enfant. En passant devant la tombe de quelqu'un, Darlene aperçoit soudain une minuscule couverture emmitouflée. Surprise, elle s'est figée sur place. Le paquet bougeait et faisait des bruits étranges. Quelqu'un a-t-il abandonné un chaton ou un chiot? Se demande-t-elle. En s'approchant, Darlene fut stupéfaite de découvrir un nouveau-né à l'intérieur. Le bébé pleurait et ses petits bras et jambes semblaient si miniatures, comme ceux d'une poupée. Darlene regarda autour d'elle, puis prit délicatement l'enfant et le serra contre sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre. À ce moment-là, elle sait qu'elle ne peut pas abandonner le bébé à son sort. Enveloppant l'enfant dans son châle, Darlene l'a ramené chez elle. Les premiers mois avec le petit Charles ont été difficiles. Darlene n'avait ni lait ni argent pour une nounou, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle nourrit l'enfant avec du lait de vache dilué avec du lait maternisé. Lorsque Charles a eu 1 an, Darlene a obtenu sa tutelle et l'a officiellement adopté. Elle a donné à Charles le nom de famille de son défunt mari et l'a aimé comme son propre fils. Pendant toutes ces années, Darlene n'a jamais révélé comment elle l'avait trouvé. Elle craignait que si l'enfant avait de la famille, celle-ci ne l'enlève, ce qui aurait annulé l'adoption. Mais aujourd'hui, alors que Charles a grandi et qu'il a sa propre famille, Darlene a soudain ressenti le besoin de partager son secret. Elle espère que cette révélation pourra aider à sauver le mariage de son fils. Mais comment est-ce possible? Chuchote Megan. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé à personne? Darlene soupire tristement, j'avais peur que tu le dises à Charles, qu'il soit bouleversé et qu'il veuille retrouver ses vrais parents. Tu vois, je ne voulais pas le perdre. Mais il a le droit de connaître la vérité, argumente Megan. Oui, bien sûr, il en a le droit, acquiesce Darlene. Je pense que j'aurais dû lui dire plus tôt. J'ai peur que cela ne détruise sa famille. Megan secoue la tête. Non, Darlene, votre fils a ruiné son mariage bien avant. Quand il a pris une maîtresse, il a trahi non seulement moi, mais aussi son fils. Darlene pinça les lèvres et se tourna vers la fenêtre. Megan s'assit en silence, analysant la nouvelle. Des centaines de pensées se bousculent dans son esprit. Je comprends que c'est un choc pour toi, dit finalement Darlene, mais s'il te plaît, ne le dis pas à Charles maintenant. Donnez-moi un peu de temps. Je vais le préparer. Megan acquiesce, ne sachant toujours pas quoi faire. Je te promets de ne pas lui dire, dit-elle, mais je veux que tu lui dises dès que possible. Quant à moi, je vais quand même demander le divorce. Darlene acquiesce et se rend à la cuisine pour préparer du thé. Megan est restée dans le salon. À ce moment-là, son cœur était rempli d'émotions mélangées, de choc, de surprise et de tristesse.
Elle avait toujours su que sa belle-mère était, en principe, une femme bien. Mais elle n'avait jamais pensé que Darlene était capable d'un acte aussi désintéressé. En adoptant Charles, tout en sachant qu'il n'était pas son enfant biologique, et en l'élevant avec amour et attention, Meghan a quitté le salon et s'est approchée de la fenêtre. Elle regarde la rue, éclairée par les lampadaires, qui semble magique. Le monde continue de tourner, mais pour Meghan, tout a changé en un instant. Elle ne regarderait plus jamais Charles de la même façon. Elle savait maintenant qu'il ne pouvait plus rien y avoir entre eux. Meghan soupira tristement et se dirigea vers la cuisine, où une tasse de thé parfumé l'attendait. Elle n'avait pas envie de dormir. Comment pourrait-elle dormir quand une nouvelle choquante est remplacée par une autre? Ce soir-là, Darlene et elle se couchent tard. Darlene sort l'album de famille et montre à Meghan les photos d'école de Charles. Il regardait le monde avec une innocence d'enfant. Cependant, ces photos n'ont pas particulièrement impressionné Meghan. Elle savait très bien que les enfants pouvaient être d'adorables anges, mais qu'à l'âge adulte, ils pouvaient devenir insupportables. Finalement, lassée de parler, Meghan alla se coucher, non sans avoir regardé attentivement dans la chambre où dormait Eric. Le garçon dormait profondément, serrant un ours en peluche contre sa poitrine. À ce moment-là, Meghan eut soudain envie de retourner dans le passé. Elle voulait redevenir une enfant, pour que ses parents puissent résoudre tous ses problèmes pendant qu'elle se concentrait sur l'école, la broderie ou la lecture de livres. Cependant, la pensée de l'enfance lui rappelait des souvenirs douloureux. À l'école, Meghan Barton était souvent l'objet de moqueries et d'épithètes désobligeantes. Le surnom le plus blessant est celui d'épouvantail, qui lui a été collé par accident alors qu'elle portait un vieux chapeau à large bord pour aller à l'école. Elle pensait que cela amuserait et plairait à ses amis, mais l'effet fut tout à fait contraire. Le chapeau ressemblait à celui que portait un épouvantail dans un champ de maïs près de l'école. Ayant grandi dans un village, Meghan ne s'inquiétait pas de ce genre de choses. Cependant, en raison de la ressemblance du chapeau avec celui de l'épouvantail, elle a été affublée du surnom d'épouvantail. Si la petite Meghan avait su ce qui allait se passer, elle n'aurait jamais porté ce chapeau. Au lieu de cela, elle a été confrontée à ce que nous appelons aujourd'hui des brimades, un terme qui n'existait pas à l'époque. Souvent, en rentrant chez elle, Meghan s'arrêtait dans le parc pour pleurer. Les taquineries de ses camarades de classe devenaient de plus en plus cruelles, amenant Meghan à se considérer comme un épouvantail. En regardant son reflet dans le miroir, elle cherchait délibérément des défauts pour expliquer l'attention négative de ses camarades. C'est une erreur que sa grand-mère lui fait remarquer à plusieurs reprises. « Meghan, tu ne dois pas être si dure avec toi-même. Crois-moi, presque tout le monde a des défauts. Un jour, tu seras très belle et les garçons se précipiteront sur toi, disait Florence Austin. Meghan acquiesce et se promet de se défendre. Mais chaque jour apporte son lot de problèmes liés aux moqueries de ses camarades de classe. Meghan n'a vraiment appris à résister à l'adversité qu'à la fin de ses études, lorsqu'elle a pris un chemin différent et est devenue une élève brillante. En remportant divers concours et compétitions académiques, elle était constamment sous les feux de la rampe, ce qui ne correspondait pas à son surnom d'épouvantail ou d'effroi. Pour Meghan, cela s'apparente à une petite victoire. De nombreux défis l'attendent dans la vie, mais elle a gagné sa première bataille contre les adversités de la vie pendant ses années d'école. Viennent ensuite les études universitaires et l'obtention de son diplôme. Bien sûr, les souvenirs des moqueries de ses camarades sont restés profondément enfouis dans le passé, mais ils refont surface de temps à autre, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Le plus souvent, les scènes de son enfance surgissent dans des rêves où Meghan se sent à nouveau comme une petite fille serrant contre sa poitrine un chapeau à l'ancienne. En s'endormant chez sa belle-mère, elle espère sincèrement que cette nuit sera différente. Pendant ce temps, Chérie, la maîtresse de Charles, décide de prendre l'air, ouvre la porte et s'avance sous le porche. Voyant des sacs de vin et de provisions à ses pieds,
elle s'exclame, surprise. Charles, quelqu'un nous a laissé un cadeau. Tu te rends compte? Il y a un gâteau, du vin et même des bougies. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin? Non, c'est en février. Non pas que je me soucie de ces fêtes, grommela Charles en franchissant le seuil de la porte. En regardant les courses, il remarque un ticket de caisse d'un supermarché voisin au fond du sac. Voyant à qui appartenait la carte bancaire qui avait payé l'achat, il fronça les sourcils. Eh bien, Meghan a acheté tout ça. Et c'est son gâteau préféré. Vous voyez? Chérie fait la moue. Et pourquoi voudrais-je son gâteau? Je fais attention à ma ligne, contrairement à ta vache. Si tu manges des gâteaux le soir, tu ne rentreras dans aucun chemisier. Charles haussa les épaules. À ce moment-là, il s'inquiétait d'une toute autre chose. Si Meghan avait laissé les courses sous le porche, elle aurait pu savoir qu'il n'était pas seul dans la maison, ce qui signifiait qu'elle était rentrée plus tôt de son voyage. Mais pourquoi? Et si elle avait entendu leur conversation sur l'héritage et le testament? Bon sang, quelle bourde! Après avoir réfléchi quelques instants, Charles haussa les épaules et déboucha le vin. Eh bien, autant en profiter. Tant qu'à faire, autant le faire avec classe. Charles n'avait pas l'intention de descendre, mais il l'a dit pour faire de l'effet. En réalité, il prépare un plan très astucieux, mais il a besoin d'une grosse somme d'argent pour le mener à bien. Il voulait impressionner, louer un bureau coûteux, engager une équipe de travailleurs hautement qualifiés et se présenter aux investisseurs étrangers comme quelqu'un qui contrôle tout. Comme s'il avait tout sous contrôle et que les commandes affluaient. Écoute, chérie, que ferons-nous si nous ne pouvons pas prendre l'héritage de ta femme, demande Chérie en buvant une gorgée de vin et en mordant avidement dans le gâteau qu'elle vient de critiquer sévèrement. Charles avale la moitié de son verre et répond, j'y ai déjà pensé, chérie. Je vais hypothéquer l'appartement de ma mère à la banque. C'est un 2 pièces dans un quartier résidentiel. Ils le paieront cher. Chérie regarde son petit ami et le déconcerte. Et où vivra ta mère alors? Ne crois pas que tu puisses la faire venir dans notre maison. Au mot notre, Charles grimaça, sachant que la maison avait été en partie achetée avec l'argent de Meghan. Cependant, il ne veut pas s'attarder sur ce point et répond rapidement à la question de Chérie. Je l'enverrai dans une maison de retraite. Vous savez, une de ces maisons de retraite. Qu'elle y reste un moment et nous verrons ce qui se passera ensuite. Chérie faillit s'étouffer avec son vin sous l'effet de la surprise. Charles était vraiment un magouilleur. Il prévoyait de placer sa propre mère dans une maison de retraite. C'était impensable. Et pourquoi faire? Pour une affaire lucrative avec des investisseurs étrangers, ce qui était encore très incertain. Chérie but une nouvelle gorgée de vin et se laissa aller à manger un peu plus de gâteau. Meghan avait bon goût, cela ne faisait aucun doute. Le gâteau était délicieux. L'humeur de Chérie s'améliora sensiblement, surtout lorsqu'elle réalisa qu'après le divorce, Charles et elle vivraient ensemble. Cependant, Charles lui-même se sentait mal à l'aise. Sa principale préoccupation était que Meghan avait découvert sa liaison avec Chérie plus tôt que prévu. Et si elle s'adressait à un avocat? Et si elle me prend la maison? Et il y a aussi son héritage. Bien qu'elle ait dit qu'elle le refusait. Un imbécile, vraiment un imbécile, pensa Charles en s'allongeant dans son lit. Chérie dormait déjà profondément, la conscience tranquille. Mais Charles n'arrive pas à trouver la paix. D'accord, je vais trouver quelque chose. Ce n'est pas la première fois, pensa-t-il en fermant les yeux. Au matin, Meghan se réveille épuisée. Elle avait mal à la tête et son corps était endolori comme après une séance d'entraînement intense. En ouvrant les yeux, elle vit immédiatement le visage joyeux de son fils. Souriant mystérieusement, Eric tenait un plateau avec des biscuits enduits de beurre disposés comme des gâteaux miniatures. Maman, réveille-toi. Je t'ai préparé le petit déjeuner.
Grand-mère ne se sent pas bien, dit-il. Merci, mon fils. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère, demande-t-elle avec anxiété. Eric haussa les épaules, incertain. Je ne sais pas, maman. Dès que mamie s'est réveillée, elle est allée directement à l'armoire à pharmacie. J'ai vu à travers la fente. Elle a pris 2 ou 3 pilules à la fois. Le cœur de Meghan s'est mis à battre la chamade. Se levant du lit, elle s'est approchée de la porte menant à la chambre. Chérie, je peux entrer? Il y eut d'abord un silence tendu. Puis elle entendit une douce voix féminine entrer, celle de Meghan. Je ne me sens pas bien. J'ai des douleurs à la poitrine depuis ce matin. J'ai pris des médicaments, mais ça ne m'a pas aidé. Meghan est entrée dans la pièce et a immédiatement remarqué l'odeur distincte de la valériane et de quelque chose de similaire. Peut-être devrions-nous appeler un médecin, Darlene? Non, ce n'est pas la peine. Ça passera. J'ai juste besoin de repos. J'ai dû être trop nerveuse hier, et mon cœur fait des siennes, répond Darlene. Meghan ressent soudain une inquiétude inexplicable. Sa propre mère, Monica Barton, s'était plainte de douleurs à la poitrine et d'un léger essoufflement comme celui-ci. Et tout comme Darlene, elle avait refusé l'aide médicale. Meghan avait regretté de ne pas avoir insisté pour être hospitalisée, de ne pas avoir appelé le médecin et d'avoir cru les assurances de sa mère, qui lui avait dit qu'elle se sentirait bientôt mieux. Mais la situation ne s'est pas améliorée. Les choses ont empiré, à tel point que les médecins n'ont rien pu faire. Si seulement quelqu'un savait combien de fois elle est allée au cimetière, s'agenouillant devant la tombe de sa mère, demandant pardon, caressant le tumulus comme s'il s'agissait d'une personne vivante, se lamentant et pleurant de manière incontrôlable. Même le gardien âgé l'évitait pour comprendre sa douleur. Confrontée à une situation similaire, Meghan a décidé de ne pas prendre de risques et a attrapé le téléphone. Mais elle n'a pas eu l'occasion d'appeler une ambulance pour sa belle-mère. Une seconde plus tôt, son mari l'a appelée. Meghan, que se passe-t-il? Et c'est quoi cette histoire de gâteau et de vin sous le porche? Demande Charles. Meghan est tellement outrée qu'elle ne peut plus respirer. Et tu as le culot d'en parler? Tu devrais avoir honte. Si ce n'est pas pour moi, au moins pour ta mère. Pourquoi devrais-je avoir honte? Attends, tu es chez elle maintenant? Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé? Charles s'emporte. Traduction. Elle sait et elle sait très bien. Et pour ce qui est de nous avec Eric, tu peux nous oublier. Tu n'es plus de la famille pour toi. Je demande le divorce. Tu peux continuer à t'amuser avec ton chéri, dit Meghan avec colère et met brusquement fin à l'appel. À ce moment-là, Eric se précipite dans la pièce, l'air effrayé. Maman, grand-mère ne se sent pas bien. Une vague de frissons glacés parcourut l'échine de Meghan. Oh mon Dieu, non, pas ça. Se précipitant vers Darlene, qui s'était affaissée, Meghan essaya immédiatement de lui tâter le pouls. Heureusement, il y en avait un. Bien que très faible. Meghan réagit presque instantanément et appelle une ambulance. Elle s'est ensuite assise à côté de Darlene et a commencé à tamponner le visage de sa belle-mère avec de l'eau fraîche. La main de Darlene tressaillit, elle ouvrit légèrement les yeux et murmura doucement, « Merci, ma chère. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. » Oh, Darlene, ce n'est pas ta faute. Tiens bon. Les médecins seront bientôt là. La femme âgée s'est efforcée de sourire malgré sa douleur. Elle n'arrivera pas à temps. Meghan, une voyante m'a prédit dans ma jeunesse que je partirais à 70 ans. Alors, vous savez, on ne peut pas aller contre le destin. Meghan secoue la tête et regarde l'heure avec anxiété. Oh mon Dieu, où est l'ambulance? Darlene, ne pense pas au pire. Tout ira bien. Les médecins vont bientôt arriver et te faire une injection, plaide Meghan.
Bientôt, on frappa à la porte, comme on l'attendait depuis longtemps, et Eric, 6 ans, courut ouvrir. Megan poussa un soupir de soulagement. En effet, des personnes en blouse blanche se trouvaient devant la porte. L'un d'eux fit un clin d'œil à son fils et lui sourit subtilement, puis le médecin commença l'examen. Il sortit un stéthoscope pendant que les ambulanciers commençaient à mesurer la tension artérielle. Megan s'assit à côté du lit, faisant tourner avec anxiété un mouchoir brodé de fleurs complexes par les mains de sa belle-mère. Darlene est allongée, se serrant la poitrine, grimaçant de douleur. Pendant ce temps, la belle-mère de Megan décrit lentement son épisode. Elle s'est plainte au médecin de fortes douleurs thoraciques écrasantes, accompagnées d'un essoufflement et de sueur froide. Le médecin a écouté attentivement, posant des questions au fur et à mesure. À la fin de l'examen, le visage du médecin est devenu solennel. « Darlene, je vous conseille de nous accompagner à l'hôpital, dit-il. Les symptômes indiquent clairement un problème cardiaque. Je veux donc que vous soyez examinée plus en détail, mais dans l'enceinte de la clinique. » Elle secoue la tête en signe de refus. Non, docteur, proteste-t-elle. J'ai juste besoin d'un peu de repos et je me remettrai sur pied. Megan fronce les sourcils. Elle savait que sa belle-mère était têtue et n'aimait pas les hôpitaux, mais elle savait aussi que le médecin avait raison. L'état de santé de Darlene était en effet trop instable pour prendre ce risque. Darlene, intervint-elle, le médecin sait ce qu'il fait. Vous devez aller à l'hôpital pour votre bien. Darlene hésite un instant, puis avec un gros soupir, finit par céder. D'accord, dit-elle, je vais y aller. Le médecin acquiesça et Megan aida Darlene à se changer. Puis, avec l'ambulancier, elles l'ont escorté hors de l'appartement et vers l'ambulance. Comme il n'était pas possible de laisser une patiente âgée seule, le médecin demanda à Megan de l'accompagner au service. Maman, ne t'inquiète pas, vas-y. Je vais m'asseoir tranquillement et regarder des dessins animés, décide Eric en essayant de la rassurer. Megan regarde son fils d'un air dubitatif. À vrai dire, elle n'a pas envie de laisser le petit seul à la maison. Décidée à appeler Charles à ce sujet, Megan se heurte à un nouveau problème lorsque la voix indifférente de l'opérateur du téléphone portable l'informe que l'abonné est injoignable. Eh bien, voilà. Comme toujours, c'est moi qui en ai le plus besoin, dit Megan avec dépit. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas abandonner sa belle-mère dans une situation aussi difficile. D'autant plus que Darlene n'était pas responsable du fait que son fils adoptif ait trompé son fiancé. Repoussant ses inquiétudes, Megan a suivi les médecins. Dans l'ambulance, Darlene lui a tenu la main tout le temps. « Pardonne-moi, murmura-t-elle, je ne voulais vraiment pas te causer d'ennui. »« C'est bon, » la rassure Megan, le plus important. C'est que tu te sentes mieux. Le trajet jusqu'à l'hôpital est court, mais pour Megan, le temps semble s'étirer douloureusement. Elle réfléchit à ce qui aurait pu se passer si le docteur Vincent Bellet n'avait pas insisté pour que la patiente soit hospitalisée. Au service des urgences, Darlene est rapidement accueillie par le médecin traitant et une équipe d'infirmières. Rapidement, la patiente âgée est affectée à un service où elle est reliée à des moniteurs qui surveillent son rythme cardiaque, son pouls et son taux d'oxygène dans le sang. Pendant tout ce temps, Megan est restée assise sur une chaise dans la salle d'attente, observant les infirmières administrer les médicaments à sa belle-mère et mettre à jour ses antécédents médicaux à la réception. Au bout d'un certain temps, le médecin urgentiste, Vincent, est revenu et a annoncé confidentiellement, « Avec votre belle-mère, tout ira bien. » Les résultats de l'examen préliminaire indiquent qu'elle souffre très probablement d'un angor instable causé par une obstruction des artères coronaires. Mais je suis convaincu que son état va se stabiliser. Le médecin traitant a déjà prescrit un traitement pour surveiller son état. Megan l'a regardé avec gratitude. Vincent était en effet un homme bon, calme et fiable comme un roc.
Pas comme son mari hystérique, Charles, qui n'arrivait pas à résoudre un seul problème tout seul. Sur le chemin du retour, Meghan décida de ne pas appeler de taxi ni d'utiliser les transports en commun. Elle voulait s'aérer l'esprit et se rafraîchir les idées, car il s'était passé tellement de choses au cours des dernières 24 heures que la tête lui tournait. Décidant de prendre un raccourci par le quartier de sa belle-mère, Meghan a traversé le parc. À cette époque de l'année, il était particulièrement beau, des tilleuls en fleurs, des parterres de roses et de pivoines, et un petit étang où nageaient des canards sauvages. Si habitués aux humains qu'ils acceptaient de leur manger dans la main. Meghan, vêtue d'une robe d'été légère, se promenait tranquillement sur le chemin du parc et profitait de l'atmosphère paisible et de la fraîcheur qui régnait après le couloir étouffant de l'hôpital. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné dans son sac à main. Eh bien, nous y voilà. Charles a-t-il enfin retrouvé la raison? Sa mère est à l'hôpital et son Dieu sait où, pensa Meghan, mais en répondant à l'appel, elle réalisa qu'il s'agissait de son patron, Anthony Brown. Meghan, où as-tu disparu? J'ai appris que tu étais rentrée de ton voyage d'affaires hier. Pourquoi n'as-tu pas encore remis ton rapport? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Demande l'homme d'affaires d'un ton provocateur. Désolé, Anthony. Je viens d'avoir un problème. Ma belle-mère a été admise à l'hôpital pour un problème cardiaque. J'ai dû donner un coup de main, balbutia Meghan. Son patron renifle d'un air irrité. Belle-mère, vous dites tomber malade. Eh bien, ce n'est pas rien. D'accord, réglez vos problèmes et faites-moi parvenir ce rapport dès que possible. D'accord, Anthony. Je le ferai, c'est sûr, répondit immédiatement Meghan, soulagée d'avoir réussi à s'en débarrasser aussi facilement. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi en plus de tout ce qui s'était passé. Elle remit son téléphone dans son sac à main et continua à marcher. Soudain, dans la direction des buissons les plus proches, un jeune homme est apparu, vêtu d'un jean usé et d'un t-shirt délavé. Il marchait d'un pas mal assuré, trébuchant, essayant de garder l'équilibre en s'appuyant sur un tronc de châtaignier. Son visage semblait rougi, ses yeux n'étaient pas fixés et il parlait de façon confuse. En regardant de plus près l'étranger, Meghan se rendit immédiatement compte que l'homme était gravement intoxiqué. À ce moment-là, elle ralentit délibérément son allure, observant le jeune homme qui, sans se soucier de qui que ce soit, poursuivait son chemin. En un instant, il trébuche, perd l'équilibre et tombe sur le chemin pavé. Meghan se précipita pour l'aider à se relever. Ça va? Tu as besoin d'aide? L'homme releva lentement la tête. Son regard errait comme s'il se noyait dans les profondeurs de ses propres illusions. Oui, oui. Je ne me sens pas bien, marmonna-t-il en essayant de se lever. Sa tentative fut infructueuse, et l'étranger perdit à nouveau l'équilibre. Il fallut à Meghan un grand effort pour le soutenir et l'empêcher de tomber une seconde fois sur la route. Que faisait ce jeune alcoolique ici? À vrai dire, Meghan n'avait pas envie de s'occuper de lui en ce moment, surtout après avoir accompagné sa belle-mère malade dans l'ambulance. Où vas-tu? Demanda-t-elle au vagabond, en essayant de le maintenir debout. Chez moi, je rentre chez moi, bredouilla-t-il en s'accrochant à sa main. Meghan examine les environs. De jeunes couples sont assis sur des bancs, des enfants courent le long des chemins. Dans l'ensemble, tout le monde semblait s'amuser, et seul cet étranger ivre ne semblait pas du tout à sa place dans ce monde douillet et chaleureux. Quel est votre nom? Demande Meghan en reprenant courage. Carlos, répond-il avec difficulté. Carlos, tu dois t'asseoir. Tu es trop ivre. Regarde, il y a un étang. Tu pourrais tomber dans l'eau, fit remarquer Meghan, et pour confirmer ses dires, elle désigna un petit étang situé à quelques mètres d'eux. Carlos regarda l'eau sombre dont la surface reflétait élégamment les rayons du soleil. Oh, c'est vraiment beau, murmura-t-il en regardant l'eau. Oui, c'est très beau,
acquiesce Megan. Carlos, je ne peux pas te laisser seul. Laisse-moi t'aider à rentrer chez toi. Il soupira de mécontentement et grimaça à cause d'un violent mal de tête. Non. Ce n'est pas la peine. Je ne me souviens même pas où se trouve la maison. Megan secoua la tête et l'entraîna vers la sortie du parc. Elle ne savait pas quoi faire de lui. Tout comme elle ne savait pas comment l'aider, Carlos n'a pas résisté. Il marchait difficilement, essayant désespérément de garder l'équilibre. Finalement, quand l'homme fut complètement épuisé, Megan l'aida à s'asseoir sur un banc. Elle regarde autour d'elle. Il y avait un arrêt de transport public à proximité. Megan soupire. Sa patience s'amenuise de minute en minute. Elle s'imagine déjà en train d'expliquer à son fils pourquoi elle est si en retard. Décidant de laisser Carlos sur le banc, Megan tenta de se lever, mais le vagabond ne la laissa pas faire. « S'il te plaît, ne pars pas », murmura Carlos en lui attrapant la main. « J'ai besoin de ton aide. » Megan retire vivement sa main. « Je suis désolée, je dois partir. Je dois m'occuper de mes propres affaires, en plus de tout le reste. » Mais en regardant Carlos dans les yeux, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas le quitter. À vrai dire, Megan était complètement perdue. Elle ne s'était jamais trouvée dans une telle situation auparavant. À un moment donné, elle voulait juste quitter cet homme et aller là où ses yeux l'emmenaient. Le laisser s'asseoir sur le banc et dégriser. Mais quelque chose dans le comportement de Carlos ne correspondait pas à l'alcool et à l'ivresse. Il semblait ivre et pourtant il ne l'était pas. Et il n'y avait pas non plus d'odeur d'alcool. C'est peut-être son comportement qui était troublant, ou peut-être sa façon de parler. Les sans-abri se comportent généralement de manière un peu différente, mais Megan ne se considérait pas comme une experte en la matière. Après avoir réfléchi un moment, elle tenta de soulever à nouveau l'homme qui s'affaiblissait sous ses yeux. Heureusement, à ce moment-là, un concierge surgit des buissons, un homme âgé et costaud en uniforme bleu. Voyant Megan, il s'approcha et secoua la tête. « Oh, c'est ennuyeux. On dirait qu'un autre sans-abri s'est encore complètement défoncé, » grommela-t-il. « C'est toujours la même histoire. » « Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? » « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ? Demande Megan en exprimant son inquiétude. « C'est difficile à dire, » répondit le concierge. « Cela dépend de ce qu'il a bu et de la quantité. Parfois, ces gens sont vraiment mal en point et ils ont besoin d'aide. » Megan regarde l'homme avec consternation. « Et qu'est-ce qu'on va faire de lui ? On ne peut pas le laisser ici dans cet état, n'est-ce pas ? » Le concierge soupire et répond, « Eh bien, j'ai une petite salle de stockage dans le sous-sol de ce bâtiment. Je pourrais mettre un moment jusqu'à ce qu'il revienne à lui. » Megan acquiesce et propose son aide. Ensemble, elles soulevèrent avec précaution le Carlos inconscient et le traînèrent à travers le parc. Puis, en passant par la cour, ils atteignirent enfin la pièce semi-souterraine où vivait le concierge. Dans cette pièce exiguë et moisie, il n'y avait qu'une table, une chaise et un vieux lit. Le concierge allongea Carlos et le couvrit d'une couverture en lambeaux. « Ne vous inquiétez pas, je garderai un œil sur lui. Si son état empire, j'appellerai un médecin, » rassure-t-il en interceptant le regard inquiet de Carlos. Megan quitta la réserve le cœur lourd. Pour une raison qui lui échappe, l'image du vagabond ivre est encore présente dans son esprit. Elle avait de la peine pour ce jeune homme qui avait touché le fond. Finalement, elle décida de revenir ici le lendemain pour savoir ce qui était arrivé à Carlos et si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider. Après avoir passé environ 1h30 dans cette aventure, Megan s'est dépêchée de rentrer chez elle où Eric l'attendait, sans se douter que tout pouvait prendre autant de temps. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement, elle faillit tomber sur deux hommes inconnus qui s'affairaient dans le salon. « Eric, qu'est-ce qui se passe ici ?» s'exclame Megan, surprise. « Je ne sais pas », répond le petit,
perplexe. Je jouais dans ma chambre et tout à coup, ces hommes sont arrivés et ont dit qu'ils venaient prendre l'appartement de grand-mère. Meghan fronce les sourcils. C'était une surprise totale pour elle. Puis-je vous demander qui vous êtes, demande-t-elle en s'adressant aux étrangers. Nous sommes des évaluateurs, répond sèchement le plus âgé. Nous sommes venus évaluer cet appartement comme garantie d'un prêt contracté par votre mari, Charles. Mais mon mari n'a pas parlé de prêt, s'exclame-t-elle. Et puis, cet appartement appartient à sa mère, ma belle-mère. Nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus, lui coupe l'évaluateur. Notre tâche consiste à effectuer une évaluation et à rédiger un rapport. Meghan a l'impression de perdre du terrain. Que devait-elle faire maintenant? D'un autre côté, elle ne pouvait pas accepter que sa belle-mère soit expulsée de la maison. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, plaide Meghan. Je dois parler au propriétaire de l'appartement. D'accord. Vous avez exactement 2 jours pour mettre de l'ordre dans l'appartement, dit l'évaluateur plus gentiment. Ensuite, nous reviendrons. Meghan les raccompagne et serre son fils dans ses bras. Tout ira bien, mon pote, dit-elle d'une voix tremblante. Maman va s'en sortir. En réalité, le cœur de Meghan était déchiré par l'inquiétude et l'incertitude. Qu'était-elle censée faire? Meghan appelle son mari. Il ne répond pas. Elle lui a envoyé plusieurs messages vocaux, mais Charles n'a jamais rappelé. L'angoisse grandit au fil des minutes. Ne sachant pas comment se sortir de cette situation, elle décide d'appeler la banque qui a accordé le prêt à son mari. Au fond d'elle-même, Meghan espérait obtenir plus d'informations et éventuellement trouver un moyen de rembourser la dette. Mais la banque l'informe que le prêt a été contracté pour des investissements importants que Charles a réalisés à son insu. Le montant de la dette s'élevait à plusieurs millions. Meghan savait que ni elle ni sa belle-mère ne disposaient d'une telle somme, et elle s'est sentie trahie et anéantie. Elle n'arrivait pas à croire que la personne avec laquelle elle envisageait hier encore de construire son avenir la traite avec autant de cruauté. De plus, Charles a entendu sa propre mère encore plus en privant la pauvre femme âgée de sa maison. Ouais, on dirait que Darlene est allée le chercher au cimetière pour rien, pensa Meghan. Mais comment pouvait-elle savoir que son fils deviendrait une telle crapule? En même temps, elle avait presque oublié son héritage, qui consistait en un moulin à huile et une petite écurie en banlieue. Réalisant que l'appartement de sa belle-mère lui serait probablement retiré, Meghan commence à réfléchir à ce qu'elle va faire. Elle n'a pas de maison parentale car celle-ci a brûlé il y a 5 ans à cause d'un incendie qui s'est déclenché pour une raison étrange. Les pompiers qui ont éteint l'incendie ont blâmé un câblage défectueux, mais Meghan savait très bien que sa mère l'avait remplacé 1 an auparavant. C'était pour le moins étrange. C'était une bonne chose que Charles ait assuré la maison à l'époque, se dit Meghan. C'est comme s'il avait eu une sorte de révélation. Soudain, Meghan se rendit compte de la situation. Attendez, l'assurance. Est-ce que Charles a fait une autre escroquerie à l'époque? Comment aurait-il pu savoir que la maison brûlerait? D'autant plus qu'il a choisi le niveau d'assurance maximum, ce qui lui garantit une somme importante. Meghan presse ses doigts sur ses tempes. Mon Dieu, comment a-t-elle pu lier sa vie à cette crapule? Il n'y a plus de place pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il s'avère que ce n'était pas sa première escroquerie, et maintenant Charles a décidé de s'emparer de la maison de sa propre mère. C'est tout simplement impensable. L'humeur de Meghan est complètement détruite. Ne sachant pas quoi faire, elle décide de voir comment les choses vont se dérouler. Le reste de la journée se passe dans une attente angoissante. Sentant l'inquiétude de sa mère, Eric se comporte calmement et ne fait presque pas de bêtises. Il a toujours été un garçon modeste. Et après ce qui s'est passé le matin, il est particulièrement calme. Le soir, alors qu'elle était assise devant une tasse de thé dans la cuisine, Meghan se souvint, pour une raison inconnue, de sa récente connaissance, Carlos.
Comment va-t-il? Est-ce que tout va bien pour lui? Et pourquoi ne se souvient-il pas de ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas vraiment surprenant. Surtout si l'on considère qu'il a peut-être consommé une sorte de substitut. Le soir même, Meghan a appelé l'infirmière de garde à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de Darlene. Heureusement, tout va bien. Sa belle-mère a pris le médicament et s'est déjà endormie. Meghan pousse un soupir de soulagement. Au moins, il y a quelque chose qui marche, parce qu'on a l'impression que c'est une traînée noire continue ou que l'on regarde. En attendant le matin, elle demanda à sa voisine de s'occuper d'Eric et se rendit au parc, où elle trouva le concierge assis sur un banc. En la revoyant, il fut très surpris. « J'étais sur le point d'aller te chercher », lui dit James Ray. « Carlos s'est réveillé, mais il ne veut parler qu'à toi. »« Je m'appelle James. »« Vous pouvez m'appeler James. »« Nous n'avons pas vraiment fait connaissance hier. »« Je m'appelle Meghan. »« Meghan Barton, » répondit-elle et suivit docilement. Carlos s'allongea sur le bord du lit, l'air embarrassé. « Meghan, c'est toi » s'exclame l'homme, surpris, en essayant de se redresser. « Mon Dieu! J'ai mal à la tête. »« Carlos, tu te sens mieux » demande-t-elle. « Il semble que oui » répondit-il avec difficulté. Meghan hésite. Aujourd'hui, sobre, Carlos ressemblait encore moins à un vagabond qu'hier. « Quelqu'un m'a conduit au parc » se souvient-il avec difficulté. « Il m'a déposé, mais il semble qu'ils aient volé mes documents avant cela. »« Alors, tu n'es pas un vagabond » demande Meghan, sceptique. « Non, bien sûr que non » dit Carlos en secouant la tête. « Un agent d'assurance est venu pour une affaire, mais il semble que j'ai été empoisonné et que j'ai partiellement perdu la mémoire. »« Un agent d'assurance » demanda-t-elle encore. « Alors pourquoi étiez-vous dans un tel état ?»« Longue histoire » grimace Carlos en se frottant la tempe. « La dernière chose dont je me souviens, c'est que je marchais quelque part. Mais j'ai réussi à atteindre des gens. Et c'est là que tu m'as aidé. » Meghan a involontairement ressenti un frisson. Soudain, elle réalise ce qui s'est passé. Hier, elle a sauvé un homme qui enquêtait sur une affaire d'assurance. Et le criminel, ne voulant pas payer l'assurance, a décidé de se débarrasser de l'agent persévérant. Mais qui a pu vous faire ça? Vous souvenez-vous de ce à quoi il ressemblait? Demanda Meghan avec anxiété. Carlos secoue la tête. Non. Honnêtement, je n'ai pas fait attention à son visage, mais je me souviens qu'il m'a dit son nom. Il a dit qu'il s'appelait Charles. Charles Barton. Meghan est presque sous le choc. Qu'est-ce que tu as dit? Barton? Tu es sûr? C'était Charles, demanda-t-elle, la voix tremblante d'excitation. Carlos, comme s'il lisait dans ses pensées, acquiesça. Oui, j'en suis sûr. Au début, il semblait juste être quelqu'un qui essayait d'échapper à la punition. Puis j'ai réalisé que j'avais affaire à un animal très dangereux qui ne reculerait devant rien pour mener à bien ses plans. Le cœur de Meghan s'emballe. Elle n'arrivait pas à imaginer que son mauvais mari, Charles, avec qui elle partageait sa vie, était capable de faire des choses aussi terribles. Rassemblant ses forces, elle avoue à Carlos que Charles est son époux. Carlos se contente de secouer la tête et de grimacer à nouveau sous l'effet de la douleur à la tempe. Calme-toi, Meghan. Je vais te protéger. Il marqua une pause, puis poursuivit. J'ai déjà contacté mes collègues. Nous allons garder un œil sur votre mari et essayer de trouver des preuves de ces nouveaux crimes. Mais pour l'instant, je pense que vous devez quitter la maison de sa mère. J'ai cru comprendre que vous y viviez en ce moment. Meghan, ne sachant que faire, se contenta de hocher faiblement la tête. Elle se rendit compte que sa vie allait changer radicalement. Et cela signifiait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Des larmes coulent sur ses joues.
Pourquoi tout cela? La tromperie de son mari, la maladie de sa belle-mère, et maintenant ce statut de femme de criminel. Elle pourrait tout aussi bien être enfermée en ville. Les gens chuchotaient dans son dos et la montraient du doigt. Les gens chuchotaient dans son dos et la montraient du doigt. Seigneur, comme c'était différent il y a bien des années, quand on la taquinait avec des épouvantails et des mannequins. Et aujourd'hui, on lui donnerait probablement un surnom pire encore. Carlos, lui, se sentait beaucoup mieux. Apparemment, l'empoisonneur de Charles ne s'est pas très bien débrouillé. Soit il a mal calculé la dose, soit le corps de Carlos est plus fort qu'il ne le pensait. Le jour même, l'agent d'assurance a réuni une équipe composée des meilleurs enquêteurs parmi ses collègues. Carlos leur a également fait part de tous les détails de l'affaire, en insistant sur la nécessité d'agir avec beaucoup de prudence. Les employés de la compagnie d'assurance ont murmuré leur accord. Franchement, ils étaient mal à l'aise à l'idée que Charles ait tenté d'empoisonner leurs collègues pour couvrir ses crimes. Pendant que Carlos et son équipe travaillent sur leur plan d'action, Megan se rend avec son fils à son domicile pour se mettre en sécurité. Pendant tout ce temps, elle essaie de se calmer en se rappelant les bons moments passés avec Charles. Mais elle ne pouvait pas imaginer Charles comme un criminel sans cœur. Elle attendait avec impatience un appel de Carlos, désireuse d'en savoir plus sur l'avancement de l'enquête. À vrai dire, Charles n'avait jamais pensé qu'il serait démasqué, et il était absolument certain d'avoir tout fait si intelligemment que personne ne le soupçonnerait d'escroquerie à l'assurance. Mais la poursuite de Carlos l'a choqué au plus haut point et l'a poussé à prendre des mesures extrêmes, jusqu'à l'empoisonnement. Grâce à la publicité faite autour de l'empoisonnement de Carlos, Charles a été appréhendé dans les plus brefs délais. De plus, sa maîtresse, Chérie, a immédiatement pris ses distances avec tout ce qu'elle savait de l'affaire. Cependant, elle n'a pas été poursuivie, car c'est Charles qui a drogué l'agent d'assurance lors de leur rencontre au café. Et Charles a aussi sur la conscience le fait d'avoir habillé l'homme inconscient de Haillon et de l'avoir laissé mourir dans le parc. Mais Carlos a survécu contre toute attente et est maintenant prêt à régler son compte à l'escroc rusé pour tout ce qu'il a fait. Ironiquement, Charles, sans même le vouloir, a divorcé bien plus tôt que prévu. De plus, il est maintenant prêt à ramper pour que Megan ne lui retire pas son soutien. Après l'incident de l'appartement de Darlene et de l'évaluateur, Charles ne peut plus compter sur l'aide de Darlene, qu'il a renié en tant que fils. Heureusement, ils ont réussi à garder l'appartement, une fois de plus, Megan a aidé Carlos, qui a prouvé l'illégalité d'une telle transaction. La direction de la banque n'a pas osé s'opposer à l'agent d'assurance de plus en plus influent devant le tribunal et a reculé. En fait, l'argent est revenu à la banque après la confiscation des biens de Charles et l'incident a été réglé. Après le procès avec Charles, Megan demande le divorce et retourne chez elle. Cependant, elle n'est plus seulement avec Eric, mais aussi avec Carlos, qu'elle considère comme son ange gardien. Il faut dire que Megan a fini par refuser l'héritage de son défunt oncle pour le donner au concierge James, passionné de chevaux et qui rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre écurie. Et là où il y a des chevaux, un moulin à huile ne serait pas de trop. Quant à Darlene, elle n'a appris l'arrestation de son fils qu'à sa sortie de l'hôpital. À vrai dire, pendant tout ce temps, elle avait attendu que Megan ou Charles lui enlève enfin son appartement et l'envoie dans une maison de retraite pour qu'elle passe ses journées entre les murs d'un endroit qui lui était étranger. Les infirmières ont déclaré que, dans un accès d'anxiété, Darlene avait même demandé au médecin de la faire sortir plus tard afin de retarder son départ pour la maison de retraite. Mais lorsque sa belle-fille est venue la chercher en personne à l'hôpital et l'a amenée à l'appartement où des réparations cosmétiques avaient été effectuées, la femme âgée n'a pas pu retenir ses larmes. Embrassant Megan, Darlene a pleuré en silence, appelant sa fille. C'est peut-être cela le bonheur féminin. Tardif, arrivant au crépuscule de la vie, mais pas moins agréable et désirable. Une raison de vivre, non seulement pour assister au mariage de Megan et Carlos,
mais aussi pour assister aux fiançailles de son petit-fils Eric et pour vivre une véritable vieillesse entourée d'arrière-petits-enfants. De plus, Darlene avait une passion pour les chevaux et elle emmenait souvent son petit-fils rendre visite à James le week-end.